He ain't been drinking before, Mr. Kane. Never. Who would have heard? What's it say there? The notice. What's he written? It's Susan Alexander, a pretty but hopelessly incompetent amateur. Last night, opened the new Chicago Opera House in a performance of... I still can't pronounce that name, Mr. Kane. Her singing happily is no concern of this department. Of her acting, it is absolutely impossible to... Go on. Go on. That's all there is. Of her acting, it is absolutely impossible to say anything except that in the opinion of this reviewer, it represents a new low. Have you got that, Mr. Bernstein? In the opinion of this reviewer. I didn't see that. It isn't here, Mr. Bernstein. I'm dictating. Look, Mr. Kane, Get me a typewriter. I'm going to finish Mr. Leland's notice. musictracklibrary.com. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Enquête Minute. Depuis Citizen Kane, extrait que nous venons de voir, le journaliste s'est imposé comme un personnage récurrent au cinéma. En effet, il a toujours été là pour révéler les différents scandales publics ou privés de corruption, d'inégalité sociale, d'affaires criminelles et bien sûr les faits d'actualité. Dans ce reportage, nous avons interviewé plusieurs journalistes afin de comprendre la représentation de ce personnage, son profil type, sa manière d'enquêter pour informer, ainsi que les différents scandales traités et représentés dans le cinéma américain depuis les années 70. À travers cette émission, nous pourrons découvrir l'évolution de l'histoire des médias aux États-Unis. Place à l'image. Nous avons interviewé Jack Gyllenhaal, personnage principal du film Zodiac de David Fincher, sorti en 2009. Oui, on peut effectivement remarquer que les journalistes représentés au cinéma présentent des similitudes entre eux à plusieurs niveaux. Tout d'abord, du point de vue personnel, on peut voir qu'ils sont souvent seuls avec peu d'amis. Ils présentent souvent une addiction à la cigarette et à l'alcool, ont un détachement par rapport à la famille. D'un point de vue professionnel, on retrouve une véritable obsession et une immersion totale dans le travail, avec un emploi du temps surchargé, une volonté de faire des heures supplémentaires. Le journaliste aime vagabonder. On peut penser que parfois il travaille au hasard. Il improvise des recherches dans n'importe quel contexte. Il ne tient pas en place, et il est toujours en mouvement. Il a souvent des facilités pour créer un dialogue avec des personnes issues de différents milieux, de différentes classes sociales. Il est également souvent représenté comme quelqu'un d'égocentrique et d'extraverti. Il travaille souvent dans des open space, dans un environnement un peu fouillis, avec beaucoup de paperasse, de nombreuses machines à écrire, et plus récemment avec des ordinateurs. Ils sont cependant toujours très libres dans leur mouvement, que ce soit à l'extérieur ou dans leur bureau. On les voit souvent s'asseoir sur les tables, ce qui montre qu'ils n'ont pas le temps de faire une pause. Avec Révélation, film de Michael Mann, nous avons analysé une séquence concernant la manière d'enquêter. Locaux de l'émission 60 minutes, Lowell Bergman reçoit alors un coup de téléphone de la part de Richard Scott, un des dirigeants de l'entreprise de tabac. Le nom de l'État du Mississippi, c'est exact? Oui, exact. Bien. Je travaille en ce moment même avec l'ancien directeur de la recherche de Brown et Williamson. L'alternance des plans entre les deux personnages montre bien que leurs paroles ont un point identique, que leurs arguments sont autant valables l'un que l'autre. Avec nous et nous pensons que si son témoignage donne d'abord lieu à un procès verbal, ça pourrait l'exonérer de son contrat de confidentialité et le protéger. Oui, ça se peut. Il pose alors quelques questions franches et précises à son interlocuteur, questions qui créent une certaine pression. Parce que je vous préviens, nous bossons là-dessus depuis 3 ans et nous avons étudié de nombreux cas similaires avec des informateurs. Deux personnages font tout de même preuve d'entrain et d'obstination pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Votre homme est vraiment déterminé? À vrai dire, non, il hésite encore. Voilà le problème. Bergman pose une question à Scott qui montre que malgré la situation et malgré leurs différends, les deux hommes se montrent tout de même un certain respect l'un envers l'autre. Vous préférez qu'il vous appelle ou c'est vous qui l'appelez? Comment on fait? Ce court dialogue entre Bergman et Scott montre bien que les journalistes peuvent avoir l'audace de prendre de gros risques personnels ou économiques pour
dénoncer un véritable fléau de société qu'est la nicotine, considérée alors comme une drogue, pour arriver à leur fin. Ici, une interview du vice-président de l'entreprise de tabac, malgré la clause de confidentialité qui sera alors rompue. Thomas Doustali, journaliste au Monde, spécialiste en matière de films concernant le journalisme, nous a livré quelques précisions sur la manière d'enquêter des journalistes. Je ne pense pas qu'il y ait une manière d'enquêter ou une méthode pour les journalistes. Le rôle du journaliste est souvent assimilé à celui du policier ou de l'enquêteur. Le journaliste doit alors chercher de multiples sources, faire appel à des personnes informées, rejoindre des informations entre elles. On a ainsi un vrai puzzle à reconstituer. C'est cette image qui est le plus souvent représentée au cinéma. Tout comme le policier, il y a alors cette même démarche d'aller au-delà de l'information. Dans Les Hommes du Président, on cherche à dénoncer un scandale auquel les policiers ne semblaient pas accorder beaucoup d'intérêt, et l'affaire est vite étouffée. C'est là que Carl Bernstein et Bob Woodward sont intervenus, on appelle alors ça le journalisme d'investigation. D'une part, nous avons comme but de rendre compte de façon objective et précise de la réalité du monde. Dans le scandale du Watergate, la fonction de journaliste donne un statut extérieur à l'enquête, du recul. N'ayant pas de lien direct avec le président Nixon ou la Maison-Blanche, le travail est plus libre et le journaliste se doit de dévoiler le plus possible ce que l'on cache aux populations, contribuant ainsi au renforcement de la démocratie. Les journalistes et les professeurs de journalisme s'accordent tous sur certains aspects du journalisme d'investigation. D'une part, il s'agit de creuser à fond une question ou un sujet qui doit être d'intérêt public, ce qui signifie qu'une communauté serait pénalisée si elle n'était pas informée du fait ou de l'événement en question. D'autre part, le journalisme d'investigation ne produit jamais de récit instantané. Il passe par des étapes reconnues de planification et de travail journalistique, et doit respecter des normes établies en matière de précision et de preuve. Enfin, le travail d'investigation nécessite des ressources plus importantes et un véritable travail d'équipe, ce qui les différencie du travail journalistique ordinaire. C'est avec l'affaire du Watergate révélée par Bob Woodward et Carl Bernstein que ce mythe du journaliste d'investigation a commencé à prendre forme. Ils se sont ainsi fondés sur un tuyau pour dévoiler et prouver minutieusement des activités illégales de grande envergure ordonnées par le président américain de l'époque Richard Nixon et par ses agents. Cette image particulière de la presse de terrain dont a hérité Les Hommes du Président est celle d'un journaliste courageux et plutôt individualiste, alerté par des tuyaux et qui provoque la chute d'une personnalité publique, puissante et corrompue. Cette vision s'est ensuite retrouvée dans plusieurs films concernant le journalisme ou la révélation de scandales tels que Frost, Nixon, Zodiac ou Révélation. Malheureusement, le rôle du journaliste, bien qu'indépendant de l'État, est soumis à de nombreux obstacles, notamment concernant les révélations de scandales politiques ou de grandes entreprises. Ainsi, dans le cas de révélations de scandales, le journaliste doit parfois acheter des informations ou trouver des informateurs anonymes qui les lancent sur les pistes. Une grande revue de cinéma nous a livré son analyse sur une séquence des Hommes du Président qui évoque la médiatisation d'un scandale. Now, fellow Americans, the Honorable Chief Justice will administer the oath of office to the President of the United States of America. Mr. Chief Justice. Plan d'ensemble sur les bureaux, puis zoom sur une petite télévision posée sur un mur. Avant le sermon prononcé par le président Nixon, on entend une musique patriotique qui montre l'importance de son poste au sein de la société et donc de l'impact de sa future trahison. Mr. President, are you ready to take the constitutional oath? If you will place your left hand on the Bible and raise your right hand, and please repeat after me. I, Richard Nixon, do solemnly swear. I, Richard Nixon, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve and protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. À la fin du discours, Nixon sourit agréablement au peuple, preuve que c'est un personnage apprécié, respecté. Puis, on voit à nouveau Bernstein et Woodward qui tapent sur leur machine à écrire.
On s'aperçoit ensuite qu'ils écrivent leur rapport sur le scandale, avec les noms des hommes inclus dans l'affaire, ceux ayant plaidé coupables, leurs peines encourues et les conséquences de leurs actes, dont Hunt, Segretti, Porter, Colson, Stans, Mitchells et bien sûr Nixon. Cette énumération marque le contraste entre le serment de Nixon et le scandale du Watergate, entre la parole d'un grand homme d'État et sa grande trahison politique, comme un avant et un après. On assiste alors à un bilan du film et de l'affaire du Watergate qui aboutit à la médiatisation et à la résolution du scandale.